Il y a 3 semaines, Novak Djokovic n'avait pas une seule victoire sur terre battue. Aujourd'hui, il en est à 8 victoires consécutives, a remporté son 100e titre à Genève, n'a pas perdu un seul set sur son parcours à Roland-Garros et cette fois se rapproche de plus en plus de l'Everest. Zverev en quart de finale, potentiellement Sinner en demi-finale et potentiellement Carlos Alcaraz en finale. Alors est-ce que le Joker est prêt pour ce triptyque de folie? On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de ces quarts de finale, messieurs de Roland-Garros, avec évidemment ce rendez-vous manqué qu'on a eu en Australie, cette demi-finale un peu manquée de l'Open d'Australie entre Alexander Zverev et Novak Djokovic, où Novak Djokovic avait abandonné après la perte du premier set, mais n'avait pas les moyens physiques pour tenir tout un match au meilleur des 5 sets. Cette fois-ci, là, Djokovic est prêt clairement parce qu'il n'a pas perdu un seul set à Roland-Garros sur ce parcours à Roland-Garros. Alors le parcours, on va y revenir, il est assez simple, voire très simple, mais il fallait quand même qu'il arrive à s'en sortir sans perdre un set, chose qu'il a fait et chose qu'il n'avait pas fait à l'Open d'Australie, il faut rappeler. Et là, il affronte quand même, voilà, là c'est un autre cadre, c'est pas Cameron Norrie, c'est Alexander Zverev, qui lui aussi, pour le coup, a eu un parcours quand même plutôt simple, même si Koboli c'était pas simple, mais je trouve que Koboli a pas fait un bon match, donc au final, le parcours s'avérait quand même plutôt simple pour Zverev avec Greg Spoor qui fait en plus abandon 8e de finale. Donc ce rendez-vous qu'on n'a pas eu à l'Open d'Australie, on va l'avoir à Roland-Garros, un tour avant. Cette fois-ci en quart de finale, cette fois-ci Djokovic n'aura pas eu le combat face à Alcaraz dans les pattes. Ce combat face à Alcaraz à l'Open d'Australie qui clairement lui a coûté cher sur cette demi-finale face à Zverev parce que c'est sur ce match face à Alcaraz qui se blesse et qui se fait mal et qui ne peut pas après défendre ses chances à 100% en demi-finale. Donc là, Zverev, il va falloir qu'il gagne à la régulière, on va dire, contre Novak Djokovic. Et quand on regarde les face-à-face, alors il y a 8-5 si on prend en compte ce match à l'Open d'Australie, mais si on ne prend pas en compte ce match-là, il y a 8-4 pour Novak Djokovic. Et Alexander Zverev, la dernière fois qu'ils se sont joués sur terre, ça commence à remonter, j'ai vérifié, ça commence à remonter, c'est Roland-Garros 2019 en quart de finale, au quart de finale, même stade qu'aujourd'hui, mais à l'époque où Djokovic avait mis 7-5, 6-2, 6-2, Zverev n'était pas encore le Zverev ultra régulier en Grand Chelem, et Djokovic était à ce moment-là, en 2019, invaincu en Grand Chelem depuis sa défaite face à Marco Cecchinato en quart justement de Roland-Garros en 2018. Il avait enquillé derrière Wimbledon, l'US Open, l'Open d'Australie, et ne perdra que en demi-finale de Roland-Garros face au retraité Dominic Thiem maintenant. C'est pour montrer à quel point ça commence à faire 2019, ça commence à faire il y a très longtemps, à l'époque où Roland-Garros n'avait pas de lampadaire, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de toit, il n'y avait rien du tout. Et Djokovic avait battu Alexander Zverev et ils se sont joués aussi à Rome en 2017. Alors là, ça commence à faire vraiment très longtemps. Et Zverev, je crois que c'était son tout premier Master 1000 qui remportait, ou son deuxième Master 1000 qui remporte à ce moment-là, 6-4, 6-3 face à un bon Novak Djokovic, mine de rien, même si 2017, bon voilà, c'était pas non plus le Djokovic de l'année, mais il allait quand même en finale à Rome. Donc voilà, donc Djokovic qui mène 8-5 face à Zverev. Honnêtement, moi je vois Djokovic gagner parce que je pense que, pareil, c'est un match important pour Zverev, aussi pour Djokovic, mais c'est aussi, il faut pas oublier, un match important pour Zverev, et que très souvent sur les matchs importants en Grand Chelem, il se chie dessus, et que très souvent il y a son coup droit qui se délite, son revers, il dit qu'il a le meilleur revers du monde, mais quand il est sous pression et tout, il va rien tenter avec son revers, il va pas faire de faute, mais il va rien tenter de vraiment très concret, donc c'est pour ça que pour moi je vois quand même Djokovic gagner, parce qu'il va prendre plus l'échange en main dans les moments importants, il va avoir une gestion des moments importants qui va être bien meilleure que Zverev, je pense. Et si Zverev, il accroche son match, ce sera peut-être l'une de ses plus belles victoires en Grand Chelem, parce qu'honnêtement, pareil, les matchs références en Grand Chelem de Zverev, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main. Il n'y en a pas tellement face à des joueurs très 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 forts. Et quand je dis très 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 forts, par rapport à lui, c'est Djokovic, c'est Sinner et c'est Alcaraz. Il n'y a pas d'énormes matchs. Il y a eu l'US Open 2023 où il bat Sinner, mais est-ce que Sinner, à ce moment-là, est encore le Sinner qu'on a aujourd'hui? Je ne pense pas, même si on commençait vraiment à les prémices de ce Sinner là, et ça commençait à devenir un très très bon Sinner, mais bon, c'était pas encore un Sinner vainqueur de Grand Chelem. Là, maintenant, il sait la pression qu'il a à Zverev, c'est que s'il veut gagner un Grand Chelem, il va falloir qu'il batte Djokovic, il va falloir sans doute qu'il batte Sinner en demi-finale, et peut-être Alcaraz en finale, donc il sait qu'il a vraiment une énorme pression. Et voilà, Zverev, il n'est pas en forme, il n'était pas en réussite ces dernières semaines. Là, ça va mieux parce qu'il a eu aussi un parcours
assez bon, assez tranquille. Mais pareil, moi je me dis dans un moment important, est-ce qu'il va réussir à gérer ce moment-là? On l'a vu, c'était en 2022 quand il joue Nadal, il est au-dessus de Nadal. L'année où il se blesse, il est au-dessus de Nadal sur ce match. Et clairement, il fait tout pour perdre ce match. Il fait tout, il se donne tous les moyens pour ne pas gagner ce match. Alors Nadal aussi s'est accroché, a été énorme. Et Nadal, c'est Nadal. Mais pareil, Djokovic, même si c'est pas Rafael Nadal sur terre battue, ça reste Novak Djokovic. Et il y a cette aura Novak Djokovic. Un Djokovic qui en plus, comme j'ai dit, arrive frais, n'a pas joué beaucoup de gros matchs avant. Je rappelle qu'à l'Open d'Australie, il perd un set contre Basavaredi, il perd un set contre Faria, il en perd un du coup contre Alcaraz, il fait un énorme combat contre Alcaraz, donc il arrive un petit peu face à Zverev, il est cramé, il est blessé. Là, il a eu un parcours tranquille, il a juste une balle de 7 à sauver contre Corentin Moutet, et à part ça, on n'a pas senti de danger pour Djokovic. Franchement, il est à l'aise, il est bien là sur cette terre battue de Roland Garros. Genève, ça lui a fait un bien fou, parce qu'honnêtement, avant Genève, il était nulle part. Monte Carlo, il avait rien fait. Madrid, il avait rien fait. Rome, il avait même pas participé, donc il était vraiment à 0 victoire sur la saison sur terre battue. Avant ce tournoi de Genève, qu'il a vraiment mis bien avec la victoire face à Nori, la victoire face à Arnaldi, la victoire face à Hurkacz, ça l'a vraiment fait du bien. Et là, on sent qu'il est en pleine confiance et qu'il est prêt, qu'il a faim surtout. Et on sait qu'un Djokovic affamé, c'est un Djokovic qui fait peur. Et c'est pour ça que moi, je vois Djokovic battre Alexander Zverev dans la gestion des points importants. Et aussi les tie-breaks, quand je vois les face-à-face, c'est quand même pas mal de tie-breaks. Et je me dis que sur un tie-break, Djokovic peut-être mieux géré. Alors je dis ça, mais à l'Open d'Australie, Zverev l'a pris, mais après c'est Djokovic qui était blessé et j'avais pas trouvé Zverev ultra convaincant sur ce match-là. D'ailleurs, cette demi-finale-là, il n'avait pas pris le match, je trouve. Il était tendu sur ce début de match et tout, et il a eu la chance de tomber sur un Djokovic qui se blesse, parce que sinon ça aurait pu être un tout autre match. Dites-moi vous ce que vous pensez de ce match, si vous voyez Djokovic ou alors Zverev qui nous sort Novak Djokovic, et c'est possible, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Zverev peut sortir Djokovic, mais moi, je pense pas. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. D'ailleurs, on est toujours de plus en plus nombreux. Merci pour vos retours sur la vidéo sur Loïs Boisson. Ça fait plaisir, et ça fait plaisir de voir que quand une Française réussit, voilà, ça fait du bien d'en parler. Évidemment, on continuera de parler de Loïs Boisson avec son match demain, justement, mercredi demain pour Loïs Boisson, qu'on espère qu'elle va réussir à aller chercher Andreeva, même si c'est très compliqué. C'est encore un autre morceau, Andreeva, mais vraiment, on lui souhaite le meilleur. Et il y a aussi le deuxième quart de finale, messieurs, de demain, qui sera en session de jour. C'est Yannick Sinner face à Alexander Bublik. Alexander Bublik qui est clairement en mission, on a l'impression, parce que face à Draper, il nous a fait un match de dingo, mais franchement, il a fait, je crois, plus de 70 coups gagnants, c'était complètement dingue. Draper, il mène 7-5, 1-0 break, et à partir de ce moment-là, il y a un switch dans la tête de Bublik, et il se met à devenir injouable. Et notamment, je pense au premier jeu du 4ème set, là, au moment où il break Draper, il nous fait un jeu, il fait des coups gagnants. Alors moi, il fait un coup droit, il bouge même pas, il bouge juste avec le bras, il fait coup gagnant, mais il a un talent en fait qui est dingue. Et Bublik fait un bien fou au tennis, et quand Bublik a envie de jouer, Bublik est très dangereux. Et surtout, Sinner a joué 2 joueurs avant, il a massacré les HK, et il a un peu moins massacré, mais il a quand même exécuté Andrei Rublev. Mais c'est 2 joueurs qui sont un peu dans la filière de Sinner, qui tapent fort en fond de cours, qui vont pas avoir vraiment de plan B. Sinner est un joueur qui massacre ces joueurs-là. Quand il y a un combat de fond de cours, dans l'échange, dans la cadence, que ce soit coup droit, revers, il va les exploser. Et on l'a vu, il a laminé les HK, il lui met 6-0, 6-1, 6-2. Il a laminé Rublev aussi, il lui met 6-1, 6-3, 6-4. Même si je trouve dans le 3ème set, il est un peu moins impressionnant, et que plus le match avance, moins il est impressionnant. Il faut peut-être réussir à passer l'orage. Mais Bublik, pour moi, c'est un joueur qui, un peu comme Corentin Moutet l'année dernière qui lui prend un set, peut complètement faire fissurer un petit peu Sinner, le côté psychologique de Sinner, parce que Bublik est un joueur, on ne sait jamais ce qu'il va faire. C'est pas un joueur qui va jouer en cadence en fond de cours. Justement, il va un peu casser le rythme, entre guillemets, en faisant des points en 2 coups de raquette, 3 coups de raquette, en allant en filet, faisant des services volés, faisant des deuxièmes premières. Il a peur de rien, Alexander Bublik, et en plus, il est en pleine confiance. Il est capable de créer de l'incertitude face à Sinner, un peu comme Moutet avait fait. Et en plus de Moutet, ce que je trouve qu'il a en plus, c'est son service. Et Moutet n'avait pas de service, il ne pouvait pas faire d'ail, ça part des services à la cuillère. Mais Bublik, il est capable complètement de déranger Yannick Sinner. Alors de là à le battre, je ne pense pas. Mais moi, j'ai envie qu'on ait un Bublik qui gêne un peu Sinner pour voir dans le combat, est-ce que Sinner il peut s'en sortir, plus le match avance, est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Je pense que oui quand même, mais voilà, je veux pas qu'on ait un 6-2, 6-2, 6-2 de Sinner et qu'on soit déçu.
Honnêtement, ça me décevrait. Je veux qu'on ait un match un peu serré où Bublik il va aller pousser dans ses retranchements Sinner. Si Bublik perd, mais qu'il arrive à pousser dans ses retranchements Sinner, je serais content parce que j'aurais vu ce que je voulais voir. Et que si jamais il met 2-2 et 2, bon bah. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, Sinner est trop fort. Donc il y a 3-1 pour Sinner, mais la seule victoire de Bublik, c'est sur un abandon. C'était à l'E 2023, c'était pas encore le Sinner qu'on connaît actuellement. Là, ça va vraiment être un énorme combat. Et en plus, ils ne sont pas joués sur terre battue. Donc, il n'y a rien à dire. Et puis, Bublik a envie de jouer sur terre battue. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, moi, pareil, qui va remporter ce match-là entre Yannick Sinner et Alexander Bublik. Au moment où je vous parle aussi, Lorenzo Musetti et Frances Tiafoe vont se jouer. Ça aussi, c'est un match qui n'est pas évident pour Musetti parce que Musetti, il est archi favori normalement contre Tiafoe. Il a fait une saison sur terre bien meilleure que Tiafoe. Mais Tiafoe, il arrive là sans perdre aucun set, en étant complètement outsider et en se disant est-ce que je peux pas avoir une demi dans la raquette et en ayant totalement ses chances face à Musetti. Moi, j'espère que Musetti va passer, va gérer cette pression là parce qu'après avoir passé Rune, s'il perd face à Tiafoe, c'est quand même une déception. Moi, je veux le voir en demi-finale, soit face à Alcaraz, soit face à Tommy Paul. Et pareil, ce soir, on a Alcaraz-Tommy Paul. Ça a souvent été des matchs assez serrés, mine de rien. Ça joue bien quand il y a Alcaraz et Tommy Paul. C'est des deux jeux qui se marient bien ensemble. Tommy Paul, on sait, il est américain, mais bon, sur terre battue, il se débrouille bien. Et pour moi, c'est pas un match évident pour Alcaraz. Et on a vu face à Shelton, il a quand même assez souffert. Si jamais Tommy Paul réussit à bien gérer les moments importants, ce qu'il n'avait pas fait face à Zverev en quart de finale à l'Open d'Australie, où il avait notamment servi pour 7 dans le premier set, servi pour 7 dans le deuxième set, et qu'il n'avait pas réussi à prendre ses deux premiers sets, là, s'il arrive à être bon dans ces moments importants, Tommy Paul, s'il nous fait le même match que face à Sinner à Rome, il peut être dangereux et on peut avoir un 4 voire 5-7 sur ce match-là de ce soir. Et je pense que ça peut être une belle surprise. Je vois Alcaraz gagner, mais je me dis que Tommy Paul peut prendre 1 voire 2 sets face à Alcaraz. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis chez les filles, Sabalenka a gagné ce matin. Au moment où je vous parle, Swiatek a remporté le premier set face à Elina Svitolina. Donc voilà, on a un set d'avoir un Swiatek Sabalenka. Donc ça va être complètement dingue. Et puis demain, première rotation, Coco Gauff face à la vainqueur de Grand Chelem de cette année, Madison Keys. Et puis Loïs Boisson dans la foulée, on espère avec du public parce que c'est un horaire qui est cataclysmique, mais il n'y a pas le choix parce que les filles après rejouent le jeudi, donc il n'y avait pas le choix de faire ces horaires-là. Mais on espère qu'il y aura du monde. Loïs Boisson qui joue du coup Mira Andreeva. Puis après on a Sinner Bublik et on aura pour finir un petit peu en apothéose, Novak Djokovic, Alexander Zverev. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. On se retrouve très très vite demain pour parler de Roland Garros. Roland Garros qui me hype de plus en plus. Je trouve qu'en plus le tableau féminin, je trouve que les matchs féminins en ce moment sont plus intéressants que les matchs masculins. Mais je me dis qu'avec les chocs masculins qu'on va avoir en ce moment, ça peut aussi un petit peu relever le niveau de ce tableau masculin qui pour le moment, on a des beaux matchs mais pas des matchs exceptionnels. Il faut que ça un petit peu, qu'on ait des matchs un petit peu mythique sur ce Roland Garros 2025. On se retrouve très très vite dès demain pour parler de ce Roland Garros. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.